Donc, la première chose qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les différentes librairies de tests. Donc, ici, j'ai sorti les différents tests qu'on a utilisés. Donc, j'ai sorti 2 tests qui vont bien démontrer le gamut de choses qu'on peut faire. Donc, j'ai un test pour notre premier exercice, okay, qui testait notre application de React avec les quotes. Et j'ai aussi le test que j'avais fourni avec le premier exercice d'Express, qui travaillait aussi sur les quotes, mais qui testait un API à la place. Donc, les 2 librairies utilisent différentes sous-librairies, mais la librairie de test qui est utilisée de base, c'est la librairie Jest. Okay? Donc, pour le JavaScript testing, c'est JavaScript testing Jest, JavaScript testing Jest. Parfait. Donc, ça nous permet de créer des tests qui vont être automatiquement exécutés avec différents modèles. Fait qu'on va aller regarder c'est quoi les principes de base de cette librairie-là, puis après ça, les éléments additionnels qu'on a rajoutés pour être capable de se rendre à ces tests-ci. Donc, on est sur la documentation de Jest, on va cliquer sur notre ami le Get Started qui va me dire comment est-ce que c'est supposé fonctionner. Fait que bon, c'est une librairie de JavaScript, donc habituellement, il faut qu'elle soit ajoutée à notre projet. C'est une librairie qui est automatiquement inclus avec le Create React App. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de l'ajouter, c'était automatiquement inclus. Mais dans celui de Express, c'était pas là par défaut, fait qu'il fallait l'ajouter manuellement. Fait qu'on peut faire ici un npm install ou un yarn add pour faire ces choses-là. Une fois qu'on a ça, on se crée une fonction quelconque qu'on veut tester. Donc ça, c'est le code lui-même. Donc en ce moment, c'est en train de démontrer comment tester une application JavaScript pure. Donc on n'a pas de principe de React, on n'a pas de principe d'Express, on a juste du principe de JavaScript sans rien d'autre. Donc on a une fonction sum qui prend 2 paramètres d'entrée qui retourne la somme des 2 paramètres. Donc pas exactement la fonction la plus importante du monde, mais ici c'est pour démontrer l'application d'une fonction dans un test. Fait que c'est pas grave la complexité de la fonction. C'est une fonction qui prend des paramètres, qui retourne quelque chose, on est capable de la tester. Donc, à partir de là, on va se créer un fichier de test. Donc, les fichiers de test, ils ont toujours une extension qui finit avec test.js. Donc, habituellement, tu vas avoir le nom de ton fichier que tu veux habituellement tester ou le nom de la fonction que tu veux tester. Puis après ça, tu vas rajouter un point, tu vas mettre test, puis après ça, tu vas avoir le .js. Si on regarde, c'est effectivement ça qui arrive quand on avait notre test pour notre app, puis le test pour le quotes list. Donc, ce que je veux tester, .test.js. Donc, cette nomenclature-là, c'est de nommage de fichier, va permettre à la librairie de Jest de automatiquement vérifier quels sont les fichiers de test et les exécuter en conséquence. Donc, de les nommer correctement permet à la librairie Jest de regarder les bons fichiers automatiquement pour trouver les tests qu'on a besoin de faire. Fait que, comment est-ce que ça marche, la librairie de test? On a la méthode fondamentale, qui est la méthode test, qui va me permettre de faire différents tests. Encore une fois, si je regarde ici, je peux voir que j'ai des tests qui existent. Si je m'en vais dans mon app, si je m'en vais dans mon test de mon app, j'ai encore une fois différents tests aussi qui me permettent de travailler avec. Fait que une fois que j'ai la fonction test, le principe, c'est de voir qu'est-ce que ça va prendre comme paramètre la fonction test. Fait que la fonction test a besoin d'avoir 2 paramètres. Le premier, qui va être une chaîne de caractères, qui va me permettre de donner un titre au test. Donc, en gros, c'est ce titre-là qui va apparaître dans ma liste de tests pour voir est-ce que ça marche ou pas, pour dire c'est quoi qui a failé, c'est quoi qui a passé. Donc, les premiers paramètres de la fonction test, c'est toujours
le titre du test pour que je puisse l'identifier par la suite. Ensuite, on a une fonction de callback qui va être le test que je veux exécuter. Donc, c'est une fonction de callback, donc il faut que ce soit une fonction qui... donc ici, on utilise un arrow function. Puis, à l'intérieur, on va pouvoir utiliser différentes fonctions de la librairie de Jest pour être capable de tester qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, les tests ici, on peut regarder, on a un expect, okay, qui va prendre le résultat de ma vraie fonction. Hein, donc, on suit ici, on veut tester la fonction sum avec 2 paramètres. Donc, on a la fonction expect qui reçoit qu'est-ce qu'on veut tester. Puis, on a ici le qu'est-ce que je m'attends que ça soit. Okay, donc, expect que sum est 3. Fait que si le résultat de ça donne 3, ça va faire passer le test. Sinon, ça va faire failer le test. Fait qu'on peut voir ici que quand tu roules le test, ça va essayer de voir, ça va passer cette affaire-là, puis ça va donner un petit crochet vert avec qu'est-ce qui a été écrit comme titre. Fait que le principe de qu'est-ce que j'ai le droit de tester puis comment je suis capable de le tester, c'est des choses qui sont fournies avec la librairie Jest. Puis, ils appellent ça des matchers. Donc, pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de tester puis pour savoir qu'est-ce que je peux tester, il faut que j'aille voir la mécanique des matchers. Fait que le principe, c'est qu'on a le expect qui va recevoir une information quelconque. Puis après ça, on peut utiliser des matchers pour vérifier est-ce que c'est quelque chose de spécifique. Donc, on va voir qu'il y a le to be hein, qui me permet de vérifier est-ce que c'est exactement la même chose. Mais on va voir qu'il y a d'autres types de matchers qui me permettent de vérifier des choses qui sont un petit peu plus larges. Okay? Donc, on a toujours le expect, puis après ça, on a le to be qui est exactement la même chose. Si on veut avoir une égalité, hein, donc d'être exactement la même chose, ça veut dire que c'est, mettons, la même référence pour un objet. Si je veux que ce soit égal, donc si j'ai un objet, mettons, avec les mêmes valeurs, mais ce n'est pas nécessairement le même objet, je peux utiliser le to equal. Donc ici, les différents matchers que tu peux utiliser, c'est comme il faut connaître les matchers de base. Donc, on a vu le to be, on a le to equal, on a aussi l'inversion de disponible. Puis tu peux voir ici, tu peux les chainer, les matchers, quand on en a besoin. Donc ici, on a le matcher not, qui va donc inverser le résultat du prochain matchers. Fait que tu peux faire un expect A plus B, que ça ne soit pas 0. J'ai une question, Hugo. Oui. Donc là, je vois qu'il y a comme un peu une gestion d'objets et de méthodes pour faire essentiellement des conditions et checker si c'est vrai ou faux. Exact. Je me demande, donc ça a l'air de fonctionner comme ça pour les tests, mais ça fait, est-ce que c'est possible aussi de fonctionner un peu de la façon qu'on est toujours habitué de faire, donc de faire des if-else statements, donc si le résultat de la somme de 1 plus 2 est égal à 3, ben return fait en sorte que le test est valide. Totalement. Si tu veux faire ce genre de choses-là, tu peux avoir un to be true ou to be false avec le résultat d'un if. T'sais. C'est comme il y a un paquet de matchers, puis après ça, tu utilises ceux que tu as besoin. Tu peux, toi, faire de la gestion préalable au besoin. Mais le principe, c'est que tu veux essayer de t'appliquer le plus là-dessus, parce que s'il y a quelque chose qui fail, il va être capable de te donner le plus d'informations, plus il est ancré dans qu'est-ce que tu es en train de tester. T'sais, parce que si, mettons, on utilise juste le test, est-ce que c'est vrai? Puis là, j'ai une centaine de conditions de tous les tests que je veux faire, puis je check, est-ce que ça c'est vrai? Ben, ça veut dire, ben c'est pas vrai, mais là, tu sais pas laquelle problématique spécifique tu es en train de rencontrer. Ok. Est-ce que tu comprends le... Donc, il va il va y avoir plus de détails avec ces méthodes-là, dans le fond. Exactement. Parce que si ça marche pas, ça va dire, ben c'est celle-là spécifiquement que je m'attendais que ça soit ça, puis moi j'ai eu ça à la place. Donc, plus ton test est rapproché de ta vraie valeur,
plus tu vas avoir de l'information sur quel point spécifiquement n'a pas marché. Fait que on en a une couple de matchers. Je n'irai pas dans ces détails-là parce qu'on va en revoir tantôt, parce qu'on va en rajouter par rapport à ce que nous, on a besoin de faire comme test. Parce que nous, on ne va pas tester des fonctions JavaScript, on va tester des affaires beaucoup plus haut niveau, hein, des applications React, puis des API. Donc, on a les principes de truthiness, fait que tu peux faire est-ce que c'est null, est-ce que c'est undefined, est-ce que c'est defined, est-ce que c'est truthy, est-ce que c'est falsy. Tu peux aller tester des nombres avec le to be, le to equal, mais tu as aussi greater than or equal, less than or equal. Donc, on peut même avoir pour les valeurs fractionnaires, hein, qui est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à tester de manière manuel, tu peux dire to be close, puis à partir de là, ça va tester les nombres pour que s'il y a eu une erreur d'arrondissement, ça va quand même marcher. OK? On peut tester des strings. OK? Fait qu'on a le to match, puis dans le to match, on peut utiliser des expressions régulières. Donc, il me semble qu'on avait vu ça il y a un petit bout, des expressions régulières, n'est-ce pas? Dans notre cours de base de données. Il me semble qu'on a parlé de ça un petit bout. Ouais, puis on en utilise ça encore. En tout cas, moi. Ben, c'est ça revient, là. Ben, le JavaScript a un mécanisme d'expression régulière, là. Quand tu vois des choses entre des slash, là, habituellement, c'est une expression régulière qui va être là. Fait qu'on a le toMatch qui me permet d'avoir des expressions régulières. On est capable de tester les contenus de collection, okay? Donc des arrays ou n'importe quoi qui est itérable. Donc, on a le contain qui me permet de voir, ben, est-ce que ça contient cet élément-là à l'intérieur. Donc, lui va me permettre d'automatiquement regarder à l'intérieur. On peut aussi tester les exceptions, quoi qu'on n'a pas trop vu ça nous autres, les exceptions en JavaScript, là, mais il y en a un paquet, okay, de différents handlers. Si tu veux aller les voir, tu peux aller dans l'API lui-même, okay? Dans le expect, c'est quoi les différentes méthodes qu'il y a à l'intérieur, puis on peut voir que okay, sont tous ici d'une manière ou d'une autre. Fait que ça, c'est un peu le tour du premier bloc pour nos tests. Okay? Parce que là ici, Jest va nous permettre de tester des éléments en JavaScript, mais des éléments en JavaScript de base. Next step, si on regarde dans React, on peut voir que on a ici une deuxième librairie, qui est le Testing Library de React. Fait que le principe, c'est que pour être capable de tester des éléments de React, il faut être capable de les render, hein? Donc il faut être capable de prendre le component, de l'afficher, puis là de voir le contenu à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir comme tester qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que il y a une librairie qui vient avec ça, qui est la librairie qui est le React Testing Library. Puis ça va me permettre de construire des components de manière virtuelle, donc sans utiliser le browser, puis de voir le contenu de cet élément-là. Fait que, comment est-ce que ça marche, cette affaire-là? Donc, il faut utiliser le Testing Library de React. Puis là, celui-là a vraiment un paquet d'options disponibles, okay, qui va nous permettre de render puis d'aller chercher un paquet d'autres éléments qu'on pourrait avoir besoin. Donc, ici, nous autres, moi, ce que j'ai utilisé, je veux juste voir le contenu du component. Fait que j'ai seulement ici le testing qui va utiliser la méthode render. Fait que la méthode render va me permettre de construire un component de manière virtuelle. Puis cette méthode render-là, si on regarde, bla 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 bla. Je vais aller voir render. Excellent. Donc le render va pouvoir
aller chercher les différents types de queries qu'on va pouvoir aller travailler pour aller sortir notre information. Ici, j'ai une bonne question par rapport au petit test. Et ici, donc, c'est quoi ici le @testing library? Je ne suis pas certain si ça fait partie du nom officiel. Attends, je ne suis pas 100% certain ou si c'est pour un sous-dossier. Je suis incertain pour l'instant, mais je vais te revenir là-dessus une fois que je vais savoir la réponse. Donc, ici, le principe, c'est que on avait la méthode render. Donc, la méthode render, si on regarde comment on l'utilise, on a tout simplement le component qui est directement créé à l'intérieur. Puis, lui va comme virtualiser le rendering pour être capable de me donner, ici si on regarde, puis on retourne dans notre API, puis qu'on regarde le render, ce que ça va ressortir, c'est différents types de queries. Donc, en gros, le render a un paquet de résultats. Hein, donc, le render a un paquet de différentes... le retour de render, pardon, a un paquet de propriétés. Puis, a un paquet de queries dans ces propriétés-là. Puis, ces différentes queries-là, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser pour aller tester qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du component. Ici, je pense que Jean-Philippe a fait la recherche pour moi. Donc, si on clique pour aller voir sur le A commercial, blablabla, 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 blablabla. Ça veut dire qu'il est comme caché. Ok, c'est que ça va chercher un autre sous-dossier pour tester. Ok, ouais. Ok, ouais, je viens de comprendre pourquoi il fait ça. Le principe ici, c'est que cette librairie-là n'est pas inclue dans les librairies normales du projet, hein, parce que c'est une librairie de test. Fait que c'est quelque chose qu'on ne veut pas inclure dans, mettons, un déploiement normal. Fait que je pense que de mettre le @ permet d'aller tester dans les librairies qui sont dans les librairies de développement seulement. Je pense que ça a rapport avec ça. Mais bon, on revient à notre différents queries. On a nos get hein, qui sont ou des query by ou query all, le find by. Donc, tous ces éléments-là vont me permettre de retrouver des éléments qui existent dans mon component à travers différentes méthodes qui vont être créées puis qui vont être liées au component que j'ai construit. Fait que ici, si on regarde, j'ai le query by text, ok? Puis le query by text, je l'utilise par la suite. Fait que le principe, c'est que j'ai construit mon application. Puis, quand j'ai construit mon application, je ressors la méthode queryByText qui va me permettre de rechercher du texte à l'intérieur de cette application-là. Fait que je peux voir ici que j'ai mon queryByText. Puis, qu'est-ce que je fais quand j'essaie de le trouver à l'intérieur? Ben là, j'essaie de trouver une expression régulière. Puis, l'expression régulière, c'est en fait l'expression qui existe dans ma liste de quotes. Donc, j'ai été chercher ma liste de quotes, je passe au travers ma liste de quotes, puis en gros, j'essaie de boucler sur toutes les quotes, puis j'essaie de trouver le quote dans mon app.
Fait que dès que j'en trouve une, donc dès que ça arrête d'être null, ben ça va essayer de voir est-ce qu'il est dans le document. Donc est-ce que ce lien-là a été trouvé ou est-ce qu'il est resté nul. Fait que ça me permet de tester. J'ai loadé mon fichier de quotes, puis j'essaie de trouver les quotes dans mon application. Ça ici, ça le teste pour qu'il y en ait juste une. Inversement, j'ai un deuxième test qui fait la même chose. Je render mon app. On se souvient de l'application. Le but de l'application, c'est d'avoir 3 quotes à l'intérieur de l'app. Je commence encore avec mon élément qui est nul. Puis là, je fais le même principe où c'est que je passe au travers chacun des quotes. Puis j'essaie de les trouver dans mon application. Puis à la fin, je m'attends à ce qu'il y ait 3 fois un élément. Fait que c'est ça qui se passe pour les tests. Si on regarde, même principe pour le test d'un quote list tout seul. Donc pour celui-là, ce que j'ai fait, c'est que je teste que mon élément soit à l'intérieur. Puis, juste pour être certain, je le teste en envoyant des quotes directement de ma part. Fait que celui-là me permet de tester le nombre de quotes voulus, puis de s'assurer que un de ces 2 quotes-là existe à l'intérieur. Fait que ça, c'est notre première sur-librairie, donc une librairie qui travaille par-dessus celle de Jest, qui était le React Testing Library, qui me permet de faire apparaître de manière virtuelle des components, puis de pouvoir tester les informations à l'intérieur. On a un deuxième type de test qui utilise un deuxième type de librairie de plus haut niveau que Jest. Donc, on avait aussi créé un projet pour les citations, mais avec Express. Donc, ça voulait être une API que je pouvais aller chercher à une adresse les différentes informations. Bien, pour celui-là, on a utilisé un testeur qui s'appelle Supertest. Donc, Supertest est en fait une librairie de test qui utilise une autre librairie qui s'appelle SuperAgent. SuperAgent, c'est un peu comme Axios qui me permet de faire des requêtes HTTP. Donc, c'est une librairie qui fait des requêtes HTTP qui est mélangée avec une librairie de test qui va être mélangée avec notre librairie de test avec Jest. Fait que le principe, c'est que je peux utiliser quelque chose qui est fait en Express. Donc, le app get user, c'est des choses qu'on connaît. Puis à partir de là, je peux utiliser la librairie de Supertest pour faire le get, puis commencer à avoir des conditions qui viennent avec. Fait que si on regarde ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, je peux avoir ici, premièrement, je peux voir ici, j'ai différents tests, mais les différents tests sont dans des amalgames de tests qui s'appellent des describe. Donc, dans le Jest, si on regarde notre API global, on a le describe qui est possible. Puis le describe va me permettre de regrouper des tests ensemble. Donc, je peux voir ici, j'ai le describe, puis j'ai une description du regroupement de tests. Puis là, à l'intérieur, j'ai un callback, puis dans le callback, il va y avoir plusieurs tests. Fait que c'est ça que j'ai utilisé ici, j'ai regroupé des tests ensemble. Donc, j'ai le root path, puis j'ai le quotes path qui a différents tests à l'intérieur. Mais à partir du test, c'est le même principe. Fait que à partir de là, j'ai mon test, puis je peux voir ici que j'ai le nom du test, puis je peux ici appeler les différents éléments à l'intérieur à partir de celui-là ici qui a ses propres expect qui vient avec.
Fait que j'ai le get, puis là je peux aller chercher le expect qui peut aller chercher plein de possibilités. Et ici, si on s'en va voir qu'est-ce que lui est capable de faire. Donc le expect peut avoir soit le code de statut directement, le expect peut avoir le statut, le body, ou sinon le expect peut avoir le nom d'un champ et sa valeur. Fait que si on va voir qu'est-ce que moi j'ai fait, ben je peux voir ici, bon, j'ai mon get, puis après ça j'ai le expect qui va regarder le champ content type, qui va regarder le champ content length, qui va regarder le statut, puis tous ces éléments-là vont automatiquement être gérés. OK? Ensuite, pour tester ces éléments-là, on a la possibilité quand on fait le test, d'avoir un dernier élément qui est le timeout. Donc ici, en fait, c'est pas le timeout que je veux, moi c'est le done. Attends une seconde, on va aller chercher ici. C'est pas celui-là ici que je veux. Et ici, ouais, comme ça. Fait que le principe ici, c'est que quand tu as fini de travailler avec des éléments, parce que c'est des éléments asynchrones qui se passent ici, on a le done qui est un peu comme le next qu'on avait quand on travaillait avec nos middleware. Donc ça me dit que j'ai fini de faire mes tests, tu peux retourner la réponse à ce point-là. Fait que avec ça ici, j'ai les différents tests que je veux faire une fois que j'ai reçu le contenu, puis j'ai le done qui me dit c'est la fin de ces tests-là, tu peux renvoyer le résultat pour être certain qu'on s'est rendu jusqu'au bout. Fait que si on regarde ici, les différents tests que je fais, donc je m'en vais voir à quotes, je m'assure que c'est du JSON, je m'assure que j'ai reçu le code 200, puis moi j'avais déjà testé la taille du retour. Donc, si on prenait notre quotes list puis on regardait la taille du retour, je pouvais voir que c'était 12 kilobytes. Si je vais chercher un quote spécifique, fait que si je regarde ici, j'essaie d'aller chercher le quote /2, qui va me chercher le deuxième quote. Puis à l'intérieur, j'ai le type JSON, j'ai le 200, puis je m'attends à ce que ça soit cet élément-là. Donc, que ça soit un objet JSON. Ici, puisque je suis en train de faire ça en JavaScript, là, il a fallu que je escape les quotes à l'intérieur, puis que ça soit ça, le body de la réponse. Même principe. Si je vais chercher un random quote, ça devrait être capable d'aller chercher dans la liste. Oh, ici, on fait le test, il ne marchait pas, j'aurais dû marquer random ici. Ça me donnait tout le temps le même. Mais le principe, c'est que j'utilisais une fonction de filtrage. OK? Donc, une fonction de filtrage, c'est une fonction de JavaScript qui me permet un peu comme on avait vu avec le reduce, comme on avait vu avec le map. Le principe du filter, c'est d'être capable de me prendre une liste, d'appliquer une fonction dessus, puis de juste garder ceux qui répondent vrai à cette fonction-là. Ici, un exemple, on a un tableau de différents mots, prend chacune des valeurs, puis teste est-ce que ça a au moins 6 caractères. Fait que ça va ici construire un nouveau tableau qui va seulement avoir les éléments qui répondent à ce critère-là. Fait que ici, le result aurait seulement les différents mots qui ont plus que 6 lettres. Fait que si je regarde qu'est-ce que j'ai fait ici, je me suis créé un tableau de quotes qui répondent à mon tableau de quotes à moi. Donc, je l'ai encore importé ici. Donc, j'essaie de trouver qu'est-ce qui a été retourné
Donc, qu'est-ce qui a été reçu de mon body? Puis, est-ce que c'est inclus dans cet élément-là? Donc, est-ce que c'est le même quote? Si oui, ben, est-ce que c'est un quote de ma liste de quotes que j'ai reçu? Si oui, mets-les dans le tableau. Puis après ça, je regarde, il y en a eu combien? C'est supposé en avoir un, là, hein? Donc, to be greater equal than one, pour être certain que si, mettons, il y a 2 fois le même quote, ou si le random a fait des choses bizarres, mais il faut au moins qu'il aille trouver une fois l'élément à l'intérieur. Fait que ça, c'était pour Supertest. Fait que ici, encore une fois, c'est des librairies spécifiques pour tester qu'est-ce qu'on a besoin. Il faut aller voir comme la documentation de la dite librairie, voir comment elle marche, puis l'adapter pour tester qu'est-ce que nous, on veut faire avec. Fait que ça fait le tour des tests en JavaScript, puis particulièrement des tests de haut niveau, donc pour tester différents components, pour tester des API. Fait que ça, c'était notre premier sujet de la journée. On va maintenant travailler sur la création d'une application de 3 tiers. Fait que, juste par principe ici, on va déliter tout ça. Puis on va repartir à 9. Fait que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est prendre une application de React, prendre une application d'Express, les muncher ensemble, puis être capable de faire quelque chose de le fun avec. Parfait, on va juste préparer ça ici. Excellent. Donc on va se construire premièrement 2 applications dans notre même dossier de projet. Fait que on va se faire un client qui va être une application React. Fait que on peut se créer une application React d'un bord. En fait ça, je peux même le fermer pour l'instant, j'en ai plus de besoin. Hugo? Oui. Est-ce que tu peux mettre le lien de JavaScript? Tu sais, la première fois qu'on a fait JavaScript après React, tu avais affiché un lien où on pouvait aller chercher de la documentation, des informations et tout sur JavaScript. Oui, certainement. C'est javascript.info, je crois. Attends, je vais vérifier. Je ne me rappelle pas exactement c'était quoi l'extension. J'ai cherché quand même, je n'ai pas trouvé. Celui-là. Est-ce que c'est ce site-là que tu recherchais? Je l'ai linké dans le... Oui, c'est lui, merci. Excellent. Donc, pendant ce temps-là, que c'est en train d'écrire le npx create React app, je vais aussi me faire un dossier serveur dans lequel je vais aller installer mon application d'Express. Faire npm install ici. Parfait. Fait que à ce point-là, j'ai mes 2 applications. Hein? Donc, une dans le dossier client, une dans le dossier serveur. Puis, si je vais de chaque bord, je devrais être capable de les démarrer de manière indépendante. Fait qu'ici, pour CD, on avait vu qu'on avait NodeMon pour l'application Express qui allait me permettre de partir le serveur web de manière hot reload sans problème. Ici, la question c'est, t'as parti ça sur lequel en ce moment? Voilà, on va y... toi, c'était sur 3000. On va partir lui en premier, puis on va repartir notre application React pour juste aller sur un autre.
Yes. Excellent. Il y a une question dans le chat qui demande comment on fait une application Express. Fait que pour générer notre élément Express, on avait une autre commande avec npx qui utilisait le Express Generator. Donc, nous particulièrement, on ajoutait aussi l'option No Views parce que Express, nous autres, est fait pour créer majoritairement des API. Donc, on enlevait les View Generator pour avoir un dossier principal un petit peu plus vide. Ici, je vais retourner à mon ami NodeMon. Fait que j'ai mon application de React, j'ai mon serveur Express. On va commencer par générer notre application du côté de React. Fait que nous, ce qu'on veut créer, c'est une application qui va être capable d'avoir un clicker, hein? Donc notre application de clicker qu'on a faite. Mais à la place d'avoir un clicker qui est juste dans l'application de React, on va avoir quelque chose qui est permanent. Fait que le nombre de clics va être généré dans une base de données puis stocké quelque part. Mais la première chose qu'on veut faire, hein, on veut y aller par étapes, fait que je veux quand même juste recréer une application qui a un clicker à l'intérieur. Fait que on s'en va ici, puis on commence à créer une application qui va avoir un clicker. Fait que on enlève des éléments à l'intérieur. On va enlever ça. Ça ici. Ça me dit, je sais pas c'est quoi clicks. Fait que nous autres, on veut avoir un état pour être capable de gérer le nombre de clics. Donc, on revient ici, on se crée un nombre de clics. OK. Donc, on a ici une petite application, puis en ce moment, si je veux travailler avec quelque chose qui change, je peux travailler avec un bouton qui, pour l'instant, va juste avoir du texte click me à l'intérieur. Fait que première chose qu'on va vouloir faire, c'est, puis en passant, pas besoin d'essayer de le réécrire, je vais vous donner le code de ça par la suite, avec les différentes étapes qu'on va avoir pris dans le cours. Donc, j'ai le bouton click me qui fait rien en ce moment. Hein? Donc, là, j'aimerais ça que ça change. Fait qu'on avait vu qu'on peut avoir une petite fonction. Chose comme ça, qui va me permettre de prendre le bouton puis de changer la valeur. Là, ce qui me reste à faire, c'est de prendre cette fonction-là puis de dire, quand je clique sur le bouton, exécute ça ici. Fait que à partir de là, maintenant quand je clique, à chaque fois que je clique, mon élément augmente. Donc ça, c'est des choses qu'on savait déjà, puis qu'on était capable de travailler avec. Fait que j'ai une application de React qui est fonctionnelle, puis qui est capable de trouver le nombre de clics, mais en ce moment, la problématique, c'est que si je rafraîchis la page, le nombre de clics retombe à 0. OK? Fait que ça soque un petit peu. On aimerait ça être capable d'avoir quelque chose qui est plus permanent que ça. Fait que pour être capable d'être plus permanent que juste le rafraîchissement d'une page, va falloir aller chercher nos informations d'une source extérieure. Okay? Donc d'un serveur externe qui va être capable de gérer ce que j'ai besoin de savoir.
Fait qu'on va aller travailler ici dans notre gentil app.js. Puis, va falloir se construire un API qui va comptabiliser le nombre de clics. Fait que pour s'aider un petit peu, on va enlever des éléments qu'on n'a pas besoin. Hein? On va enlever ici les routes, on va enlever le dossier public, on n'en a pas besoin non plus. On va juste garder notre app.js. Puis nous autres, on sait que si j'ai quelque chose comme ça, à la route /clicks, ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Comme ça. Et voilà. Fait que si je reviens ici, puis je m'en vais ici à /clicks, je peux voir hein, que j'ai l'élément qui est là. Là, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est être capable de modifier un compteur hein, dans mon application Express à travers des appels sur l'API. Hein, parce que le but de l'API, c'est d'être capable de gérer des transactions, que ce soit des transactions de lecture, hein, des get, ou que ce soit des transactions de modification. Fait que là, pour être capable de faire un API intéressant, ce qu'on peut faire, c'est utiliser différentes méthodes HTTP. Hein, donc, vous avez vu précédemment. Si je vous demande de même, préparez-vous, il y a une question qui s'en vient. Si je vous demande, j'ai besoin d'avoir une méthode HTTP qui va me permettre de dire « Hey, je veux modifier quelque chose ». Si on avait le get pour aller chercher de l'information, si on veut dire « Hey, j'ai besoin de modifier quelque chose », quelle méthode HTTP est-ce que je pourrais utiliser? Post. Hey, exact. Donc, la méthode post va me permettre de chercher puis de modifier de l'information. Fait que ça serait intéressant d'avoir un compteur qui est capable de, sur un get, me donne la valeur du compteur courant, puis sur un post, incrémente le compteur aussi. Fait que ici, on va se créer ici un compteur, ici pour vous aider dans la préparation de votre projet intégrateur. On va le faire un petit peu complet, notre compteur. Là. On va faire que c'est un objet JavaScript okay, qui contient le nombre de clics. Fait que ici, ce que je peux retourner, c'est cet objet-là. Fait que là, quand j'essaie d'aller ici, ça me donne le nom de l'objet. Fait que là, il faut que je crée une deuxième méthode qui va être capable de gérer le post. Fait que si on avait la méthode get, hein, ben on a la méthode post qui me permet de gérer une route avec des instructions qui vont être postées dessus. Qui va être le même principe. Rec, res. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici incrémenter notre clics, puis on va le renvoyer. Là ici, faire attention, on est dans une application Express. Hein? On a un élément quelconque, puis je modifie littéralement l'élément on the spot, puis c'est pas grave. Hein? Comme avec notre training de React, là, on pourrait dire « Oh, mais là, il est supposé avoir quelque chose de... » Non, non. On est dans la partie Express, il n'y a aucune connaissance de React, donc on est capable de le faire directement. Là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut être capable de tester notre application, notre API qu'on vient tout juste de créer. Donc, pour être capable de tester l'API, il faut que je sois capable de tester le get, mais il faut aussi que je sois capable de tester le post. Pour être capable de tester des API comme ça, il y a des applications qui ont été créées pour être capable de gérer ça de manière facile et conviviale.
il y en a une panoplie, Postman, Postwoman. Moi, celui que j'utilise s'appelle Insomnia. Donc, Insomnia va me permettre de tester, OK, différents API, puis être capable d'aller chercher les informations qui viennent avec. Fait que je peux créer des nouvelles requêtes, OK. Je peux décider de la méthode qui va être dessus, je peux la changer par la suite aussi, là. Puis à partir de là, je peux rentrer le nom de l'adresse à laquelle je vais aller tester. Puis là, quand je fais le send, il faudrait que j'aille un slash quelque part, moi, là. Bon, en fait, je pourrais juste marquer juste localhost. Comme ça. Puis, je peux voir ici que j'ai le type de réponse, je peux voir le header, c'était quoi les différents éléments, je peux voir que ça m'a retourné ça en JSON, je peux voir que ça avait 12 bytes de long, puis je peux voir que le contenu, c'était le clicks avec 0. Ben, si je peux faire le get, je peux aussi faire le post. Fait que je pourrais ici changer ma méthode si je voulais. Ici, en fait, je me suis créé 2 différentes requêtes. Fait que je peux faire mon get sans problème. Puis, je peux faire mon post. Fait que quand je vais faire le post, qu'est-ce qui va se passer? Je peux voir ici, dans mes logs de mon serveur, que j'ai reçu le post. Je peux voir que le clicks plus a fonctionné parce que le clicks que j'ai renvoyé avait 1. Fait que là, à chaque fois que je vais faire mon post, je peux voir que mon nombre de clics augmente. Puis, à n'importe quel moment, je peux refaire le get, puis ça va aller me rechercher le nombre de clics à ce moment-là. Fait que je me suis créé un API en ce moment qui est capable de envoyer de l'information, recevoir de l'information, puis être capable de tester ça, OK, de manière externe. Fait que là, ce que je veux faire, c'est revenir dans mon application React, puis à la place d'utiliser juste un useState que je gère moi-même, j'aimerais ça faire une requête externe pour être capable de gérer ça à partir des informations de mon serveur. Comment est-ce que je fais ça? Ben, on peut utiliser nos différentes informations qu'on a vues. Donc, on avait vu les différentes librairies qui me permettaient de faire des requêtes de l'extérieur. Fait qu'ici, je peux utiliser le fetch. OK. Donc, on a ici notre élément. Puis, le fetch, si je veux faire un post, hein, parce que c'est ça ici le principe. Quand je clique sur mon Python ici, j'aimerais ça que ça fasse un post par défaut. Fait que juste pour être certain ici, on peut dans le fetch avoir un deuxième paramètre qui va être un objet avec les différentes options. C'est juste si bien expliqué. Puis une des options, c'est le post. Fait que je peux avoir ici le fetch qui va faire une méthode post sur notre élément. Fait que là, ici, j'ai ça. Puis à partir de là, on avait vu qu'on peut avoir le den qui va me permettre de prendre une réponse. Ici, on sait que c'est en JSON, fait qu'il faut le convertir en JSON avec le fetch. Puis on va avoir après ça une deuxième information qui va être les différentes données. Fait que si, encore une fois, on construit les choses en étapes, je ne vais pas tout de suite changer quoi que ce soit. Fait que là, ce que j'aimerais voir, c'est que quand je clique là-dessus, je devrais voir le post. Je peux voir ici que le post a été reçu. Puis, si je m'en vais voir dans le console log de mon application, je devrais être capable de voir, OK, le data qui a été retourné. Oh shit! Ça n'a pas marché.
quelle surprise! Donc, ici, on peut voir que l'access to fetch, okay, donc qu'est-ce que moi je viens d'essayer avec le fetch, a été bloqué par CORS. Okay, donc, CORS, c'est un mécanisme de gestion de requêtes asynchrones en JavaScript dans nos browsers. Fait que le principe ici, c'est que CORS existe pour nous protéger de sites malicieux. Donc, si j'avais essayé de faire, mettons, une requête à Facebook en ce moment, ben, étant dans le browser courant, j'aurais eu accès à toutes les cookies, à toute ta session, j'aurais pu me faire passer pour toi, même si tu n'étais pas sur Facebook en ce moment. Fait que les politiques CORS disent que quand tu te connectes à un API externe, l'API externe, il faut qu'il valide que tu es une adresse, okay, qui est legit. Puis, par défaut, l'adresse n'est pas legit. Fait que ce qu'il faut faire en ce moment, c'est aller dans notre serveur, puis aller ajouter l'adresse duquel je suis en train de faire ma requête pour être capable de travailler avec. Fait que ici, il va falloir rajouter un nouveau module à notre projet Express pour être capable de régler ce problème-là. Donc, c'est un middleware, hein, parce que tout est des middleware sur Express. Puis, le nom du middleware s'appelle CORS. Fait que j'ai fait mon npm install CORS. Je vais l'inclure dans mes éléments, puis je vais le rajouter comme middleware à mon application. Je repars mon serveur, puis à partir de là, quand je vais faire le click me, je peux voir que, eh ben gadon, ça me donne le résultat dans mon browser. Fait que j'ai réussi à outrepasser. Qu'est-ce qui se passe? Excellent. Fait que à partir de là, je peux commencer à utiliser les informations que j'ai reçues pour être capable de dire je veux faire un setClicks de data.clicks. Puis à partir de là, quand je vais cliquer là-dessus, je peux voir que ça me donne la valeur courante. Puis si je rafraîchis, quand je reclique, je peux voir que ça me remet où c'est que j'étais rendu. OK? Fait qu'on commence à être pas mal proche de qu'est-ce qu'on veut en ce moment. Là, il me reste un dernier problème à régler qui va être quand je rafraîchis la page. Là, je suis à 0. C'est pas nice. Fait que en ce moment, on va essayer de rajouter quelque chose qui va permettre d'initialiser correctement cette valeur. Là aussi, en passant, pour se faire du JavaScript funky, à la place d'avoir data, puisque je sais que je veux juste aller chercher une propriété qui s'appelle clicks, hein, je peux utiliser la déconstruction, puis juste marquer clicks ici à la place. Il va falloir que ce soit entre parenthèses, parce que c'est plus juste un paramètre. Excellent. Puis là, quand je clique, ça continue à augmenter par rapport à où j'étais rendu. Parfait. Fait qu'on veut exécuter quelque chose dans mon application React, mais je veux juste l'exécuter une première fois au début de mon application. Qu'est-ce qu'on avait vu qui était capable d'exécuter quelque chose dans l'application React juste une première fois au début de l'application? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Walid a la bonne réponse. Donc, on avait le useState qui était le hook qui est utilisé pour gérer les états, mais on avait vu aussi le useEffect qui me permettait de faire exactement ce que je veux faire ici, d'exécuter un bout de code qui va seulement être exécuté une fois à la création du component. Donc,
doublement raison. Donc, on veut utiliser le useEffect ici. Le useEffect qui va prendre une fonction de callback. Donc, l'affaire qui va être invoquée une fois. Puis, comme deuxième paramètre, a besoin d'avoir une liste de dépendances vide pour dire qu'il n'y a rien qui peut faire en sorte qu'on va rappeler ça. Fait qu'à l'intérieur du useEffect, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire un peu le même principe qu'on avait ici, mais on ne fera pas la méthode post, parce qu'on veut juste avoir le contenu courant. Fait qu'on va faire notre fetch à notre adresse. Puis là, ici, on va faire la même chose que tantôt. Fait que même principe de qu'est-ce qu'on avait, mais ici, il faudrait mettre un clic avec un S. Puis, c'est juste qu'on n'a pas la méthode post. C'est juste un get par défaut. Puis, je peux voir que maintenant, quand je rafraîchis, j'ai le 10 qui est là. Puis quand je clique, je peux voir que ça arrive. Puis quand je rafraîchis, ouh! N'est-ce pas merveilleux? Donc, on est capable d'avoir une application en ce moment qui est reliée à un élément externe qui va faire en sorte que même si je rafraîchis la page, les informations vont rester à jour. Là, par exemple, on a encore une problématique par rapport à la persistance, parce que si j'arrête mon serveur, puis je le repars, ben, soudainement, mon compteur se remet à 0. Fait qu'on a de la persistance externe, mais c'est quand même relié à un serveur qui est en train de rouler une application qui peut crasher. Fait que là, on revient à... Il y a de cela bien des lunes, hein, où on voulait utiliser des éléments qui allaient être persistants à travers le temps, à travers des pannes de courant, à travers quoi que ce soit. Puis le mécanisme, l'utilitaire qu'on utilisait pour être capable de faire ça, c'était des bases de données. Donc, on va regarder comment ajouter une base de données pour être capable d'avoir une information qui est persistante à travers tout ce qui peut arriver, sauf une explosion d'un disque dur quelconque quelque part, là. Fait que ici, on va enlever lui ici, puis on va le remplacer par OK, Blast from the Past. J'ai ici une base de données, OK, que j'ai déjà setupée. On a fait ça dans d'autres cours. Vous avez tous passé ce cours-là, donc vous êtes supposé être capable de faire ce genre de choses-là. Puis, on a cette base de données-là qu'on va vouloir connecter à notre application Express. Donc, ici, en ce moment, notre application React est complètement terminée, est capable de communiquer avec le serveur, mais là, il va falloir rajouter le troisième tiers pour être capable de travailler avec notre élément. Alexandre apporte un excellent point. C'est effectivement le moment d'une petite pause. Fait qu'on va se donner un petit 10 minutes pour revenir à 10h20. Donc, on avait maintenant une application à 2 tiers. Donc, on a notre front-end avec React qui est capable de communiquer avec notre back-end avec Express. Mais si le back-end Express tombe, on perd notre information. Donc, on veut rajouter un troisième tiers de données qui va être des données persistantes, permanentes, que je vais pouvoir utiliser avec une base de données. Donc, j'ai une base de données de Postgres de setup. On va se créer ici juste un gentil petit, une nouvelle table. Donc, on peut utiliser les outils qui viennent avec. Maintenant qu'on sait comment ça marche
de manière générale. Hein. On peut voir le script qui va être géré puis qui va être créé avec ça. Fait qu'on peut l'appeler, mettons, genre clicking table. Puis à l'intérieur, on va avoir une colonne qui va être, mettons, un ID avec une clé primaire. Puis une deuxième colonne qui va être le nombre de clics. OK? Avec un défaut de 0. OK? Donc, on a ces différents éléments-là à l'intérieur. Donc, on va s'exécuter ça. Puis, on va avoir une table clicking qui est maintenant disponible. Donc, juste pour être capable de faire ça un peu plus rapidement, on va préparer notre table pour être capable de faire des choses. Donc, on va rajouter une nouvelle ligne. OK? Puis, à l'intérieur, on va se donner, mettons, ID de 1, puis on va se donner un nombre de clics initial de 3, juste pour que ça donne quelque chose. Fait que quand je upload ça, oups, c'est pas ça que je veux juste l'envoyer à la DB. Yep, là. En passant, on peut toujours voir qu'est-ce qui a été envoyé comme commande, si on ne se souvient pas de notre SQL, quand on utilise DataGrip. Je peux voir ici que c'est un insert into clicking avec les deux éléments values 1, 3 qui a été donné. Même principe, si je veux savoir comment mettre à jour des éléments, je peux toujours modifier l'élément, puis regarder ici qu'est-ce qui a été changé. Fait que je peux voir ici que ça a été un update, setClick est égal à 4, where ID est égal à 1. C'est la commande qui me permet de mettre à jour les éléments. Fait que j'ai une base de données qui a une table clicking à l'intérieur, puis à l'intérieur de cette table-là, j'ai une ligne avec un ID de 1, un nombre de clics, puis je vais être capable de travailler avec ça à la place de travailler avec mon serveur directement. Fait que je veux être capable de rajouter à mon serveur la capacité de travailler avec une base de données. Fait que pour être capable de faire ça, on va aller voir ici, sur le site d'Express, dans les guides, le dernier élément des guides, ça va être pour l'intégration à des bases de données. Donc ici, il va y avoir des liens pour tous les types de bases de données que tu pourrais vouloir utiliser, puis quelle librairie, donc quel module tu voudrais installer avec NPM, puis un petit code qui permet de voir facilement de quoi ça a de l'air à l'intérieur. Fait que ici, je pourrais utiliser PostgreSQL. Hein? Donc, c'est ça que nous, on veut utiliser. On a donc une librairie qui s'appelle pgpromise. Okay? Puis là, il y a de la documentation que je peux aller lire pour savoir comment ça marche. Mais ici, si je regarde, ben, je peux voir ici, j'ai l'exemple de configuration de base, puis j'ai une requête qui est faite directement. Fait que ça sonne comme quelque chose que j'aimerais ça utiliser. Fait que je reviens ici. On va installer la librairie pgpromise dans mon serveur, hein, parce que c'est le serveur qui va communiquer avec la base de données. Parfait. Puis on peut le repartir, puis commencer à écrire des choses ici. Fait qu'on peut voir ici que il faut avoir ces éléments-là. Donc, dans ces éléments-là, j'ai le pgpromise avec des options possibles, d'autres on n'en a pas. Puis après ça, l'adresse de connexion. Donc ça va dépendre de comment tu as configuré ta base de données. Moi ici, j'ai fait ça de la manière la plus boboche possible. Quelque chose comme ça. Puis, si je me souviens bien, je pense que la librairie aussi, je l'ai appelée SQL, Postgres directement. Comment j'ai appelé ça? Ouais, je l'ai aussi appelé Postgres. Comme ça, je vais me tromper. C'est tout en Postgres. Le username, c'est Postgres. Le mot de passe, c'est Postgres. Le port, c'est le port par défaut. Puis là, j'aimerais ça juste tester, voir si ça marche ou pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire juste une requête directement. Fait que ici,
l'objet DB, c'est l'objet qui va me permettre de faire des requêtes. Il faut aller voir dans la librairie comment est-ce que ça va marcher, cette requête-là. Pour celui-là, je peux utiliser le nom du nombre de résultats que je vais avoir. Fait que je peux faire one, ou sinon je peux aussi avoir many pour avoir comme un tableau de réponses. D'autres, je sais que je veux juste avoir une réponse. Fait que je peux écrire one. Je vais mettre ma requête. Fait que ça va être un select de clicks from j'avais appelé clicking, puis on avait dit c'est l'ID qui est égal à 1. Puis juste pour voir qu'est-ce que ça donne, on va mettre ça dans un console log. Puis je peux voir que quand je pars ma base de données, ça roule ce code-là. Puis je peux voir ici que ça m'a permis d'aller chercher mon nombre de clics, qui est 4. Fait qu'en fait ici, cette information-là, c'est l'information que je peux aller écrire directement ici. Hein? Donc le DB1, ça me retourne l'information que je veux renvoyer. Fait que ici, on peut avoir cette requête-là. Puis, pour ne pas avoir le den, on peut ici avoir des requêtes asynchrones à la place. Fait que je peux dire, j'ai une requête asynchrone, où c'est que les data, c'est égal à ça, puis je renvoie les data. Fait que juste avec ça, si je retourne dans mon application React, puis que je rafraîchis l'application React, oh, il y a quelque chose que... Ah, ici, il manque un await. Juste en changeant ça, j'ai réussi à avoir la valeur qui est dans ma base de données dans mon application React, juste en changeant qu'est-ce que j'utilise dans mon serveur. Puis en fait, le serveur, lui, n'aura jamais besoin de travailler avec directement la valeur de clics. Hein? Donc, ultimement, ce que je vais vouloir faire, même principe ici, je ne vais pas remettre les choses à jour. Ce que je veux faire, c'est envoyer un update, puis de voir ensuite le résultat de ce update-là. Fait que ici, je peux remplacer ça avec un await. Pour ça, il faut que ça soit une fonction synchrone. DB, quand je fais un update, il n'y a pas de réponse, hein, il n'y a pas de row qui est retourné. Fait que j'ai la possibilité d'utiliser none. Puis là, ici, je veux faire ma requête SQL. Fait que ici, ça va être update. Dans clicking, on veut set le nombre de clics à clics plus 1 pour le ID qui est égal à 1. Puis ensuite, ce que je veux faire, c'est en fait les mêmes choses que j'ai faites ici. Fait que si je recommence ça, puis je clique, je peux voir que ça se met à jour. Puis je sais maintenant que cette information-là a passé au travers une base de données. Puis si je retourne voir ma base de données, puis je rafraîchis cette gentille base de données, je peux voir ici que, effectivement, dans la base de données, la valeur a été mise à jour de nouveau. Donc, j'ai maintenant une application que même si j'éteins le serveur, je repars le serveur, je repars mon application, je retombe à la même valeur. N'est-ce pas magique et merveilleux? Oui, oui, Hugo, c'est magique. Oui, c'est hors de compréhension. Excellent. All right. Fait que premièrement, cet exemple-là, je vous le fournis directement. Ici, je veux...
Ici, ici, comme ça. Donc, l'exemple d'aujourd'hui est disponible à cette adresse-là. Dans l'exemple d'aujourd'hui que je vous ai donné, il y a dans les parties intéressantes 2 branches différentes. Donc une première branche où c'est que c'est juste le two-tier, puis une branche qui prend le principe qu'on a une base de données prête derrière. OK? Ici aussi, vous irez voir ce code-là parce que j'ai rajouté certains éléments que je n'ai pas rajoutés aujourd'hui, particulièrement sur comment envoyer des informations avec le post. Okay? Parce que là, ici, le post faisait juste une action qui était tout le temps d'incrémenter le compteur de 1, mais on peut envoyer des informations avec le post, puis être capable de les traiter sur le serveur. Donc, vous irez voir ça. Vous allez pouvoir utiliser ça pour vous donner un vent d'inspiration pour le projet d'intégration. Parlant de celui-ci, on va aller regarder ça. Donc, le projet d'intégration en équipe est disponible à l'adresse suivante. Puis ici, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Fait que pour l'instant, on peut fermer celui-là ici, celui-là ici aussi. Donc, le projet d'intégration à faire, c'est une application de to-do, une application de liste qu'on va être capable de cocher les éléments qu'on a fait à l'intérieur. Donc, le principe fondamental, c'est qu'il faut avoir une application qui a un front-end et un back-end qui communiquent ensemble. Pour le projet, je demande minimalement qu'il y ait seulement 2 tiers. Okay? Donc, le front-end en React qui communique avec un back-end en Express. Puis, dans les extras, on va voir qu'il y en a plusieurs. Okay? Dans les affaires qui peuvent aller chercher les points de plus que juste passer. On va voir qu'il va y avoir un qui est l'implémentation d'une base de données. Donc, avec ces éléments-là, il faut être capable de rajouter un élément dans la liste, supprimer un élément dans la liste, puis il faut être capable de rafraîchir notre browser, puis que ça garde la même liste. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, là, OK, mettons qu'on check ça ici, OK, un to-do, là, ici, mettons que je le fais dans n'importe quel. Un to-do, tu as une liste, OK. Je peux rajouter des éléments. Puis à l'intérieur, je peux, ici, moi, ce que je demande, c'est d'être capable de supprimer les 10 éléments. OK. Donc, on est capable de faire ça avec nos 2 applications. Puis, une fois qu'on a le MVP, okay, donc la configuration de base, on est capable de rajouter différents niveaux d'extra pour aller chercher plus de points de différentes manières. Donc ça te fait passer, puis ça te donne des choses qui te permettent de te rendre jusqu'à 100% et plus. Fait qu'on a le premier qui est une connexion, puis ils sont numérotés, là, mais ils ne sont pas en ordre. Là. Tu prends celui que tu veux, ils sont tous séparés. Donc, on a une connexion à une base de données. Donc, avoir un 3e tiers à votre base de données de votre choix. Il n'y a pas d'éléments spécifiques que je veux présenter. Il va y avoir la possibilité d'avoir un déploiement en ligne.
Fait que ça ici, c'est d'avoir une adresse externe que moi je pourrais accéder puis aller tester l'application. Donc des choses comme Heroku ou Netlify, donc il faudra aller voir leur documentation, comment déployer des applications de 3 tiers là-dessus. C'est des choses qui sont intéressantes. Il y a des éléments pour le front-end, donc ajouter des actions additionnelles pour les to-do. Donc être capable, mettons, de dire que sont done plutôt que juste les supprimer. On peut aussi avoir de la catégorisation de to-do. Donc d'être capable de dire que ça, c'est des actions qu'il faut que je fasse à la maison, ça, c'est des actions pour l'école, puis qu'après ça, dans mon application, ils soient catégorisés à l'intérieur. Donc un paquet de paliers additionnels que vous pouvez aller chercher, mais de base, il faut être capable de rajouter, de les enlever, puis de rafraîchir mon site web, puis que ça garde les informations à l'intérieur. Et voilà, vous avez acquis toutes les connaissances que je voulais vous transmettre, ou que j'ai eu le temps de vous transmettre, ou que vous avez voulu apprendre à l'intérieur. Fait que ça clôt notre partie de matière sur le web moderne.